Vous m'entendez bien? Super. Ok. Bon, bonsoir à tous. Déjà, merci beaucoup d'être venus. Je pense qu'on va commencer, parce qu'à mon avis, il y a à peu près tout le monde, et puis sinon, au pire, les gens rentreront après. Bon, déjà, je vais vous présenter rapidement le projet, parce que du coup, on est un projet du club GreenSA. Le but, c'est d'organiser des conférences à l'INSA en faisant intervenir des scientifiques, des associations, des ONG, peut-être des entreprises. Il y aura d'autres événements, donc là c'est la première conférence de l'année, donc merci d'être venus y assister. Et ce soir, on a le plaisir de recevoir Anouk Charlot, qui elle est doctorante à l'université de médecine de Strasbourg, et son chef Geoffrey Ezol, qui bon, malheureusement ne peut pas être parmi nous, mais quand même un peu, enfin donc à distance là. Geoffrey qui donc est maître de conférences universitaires et praticien hospitalier. Il travaille depuis 20 ans dans le domaine du métabolisme musculaire. Et donc la conférence d'aujourd'hui, elle s'intitule « Bien s'alimenter en tenant compte de notre environnement, un rêve utopique ou une réalité de demain ». Ça va s'articuler de la manière suivante. En gros, il y aura une petite première partie plus axée sur la santé et une deuxième partie sur l'environnement. Voilà, c'est à peu près tout. Et puis après, il y aura un petit temps d'échange si vous avez des questions, etc. Voilà, donc je vais laisser la parole à Anouk qui va pouvoir faire sa partie. Et puis voilà, profitez bien, merci. Donc, bonjour tout le monde, c'est bon, on m'entend bien? Je me permets d'enlever mon masque, ce sera un peu plus convivial, vous êtes loin, normalement je ne devrais pas vous postillonner dessus. J'ai le trac, c'est ma toute première conférence de toute ma vie, voilà. Donc comme Charlotte a pu le dire, moi je suis doctorante à Strasbourg, je travaille sur la nutrition, l'obésité et le diabète. Donc on va aborder tout ça dans une première partie. Ok, ma première dia ne s'affiche pas. Je voulais commencer avec une citation d'Hippocrate qui date donc du 5e siècle avant Jésus-Christ et qui disait que ton aliment soit ta première médecine. Donc on a un petit peu trop oublié, je trouve, ce principe-là aujourd'hui, à l'heure actuelle où on prend des pilules et des cachets pour soigner tout type de maladie. Donc voilà, je pense que c'est très important de revenir à la base, c'est-à-dire notre nutrition, puisqu'elle est la source de nombreux problèmes métaboliques et elle pourrait être la source de soins en fait. Je me permets de ce qu'on peut mettre en grand. Oui, on peut mettre en grand, tout à fait. Ouais. Donc avant toute chose, on va revenir un petit peu en arrière, enfin même beaucoup en arrière, puisqu'on va revenir à notre ancêtre Homo sapiens, donc il y a environ 30 000 ans. Donc la vie d'Homo sapiens, elle s'articulait autour de 3 grandes problématiques. La recherche de nourriture, la reproduction et une vie de nomade avec une forte activité physique, puisque eh bien, pour trouver de la nourriture, il fallait se déplacer beaucoup, chasser, chercher des fruits, des tubercules, etc. Il fallait se reproduire puisque c'était un monde où il y avait beaucoup de prédateurs, c'était compliqué de survivre. Donc ces 3 axes-là, c'était pour assurer leur survie. Mon diapo ne s'affiche pas. Ok, je sais pas pourquoi ça marche pas. Bon, si on avance dans l'histoire, on va arriver du coup à notre arrière grand-père, grand-mère. Donc à partir du début de l'apparition de l'agriculture jusqu'à à peu près la révolution industrielle, où cette fois-ci les paramètres changent un petit peu, puisque au niveau de la recherche de nourriture, c'est plus facile, vu qu'on a mis en place l'élevage et l'agriculture. On mène une vie de sédentaire, donc puisqu'on s'est installé avec du coup nos élevages, nos cultures, mais on garde une activité physique très importante, puisque pour récolter, il faut continuer à travailler de ses mains. Et toujours donc, la reproduction, un axe très important pour survivre, puisque
On a aussi également beaucoup de maladies et tout ça. Les enfants souvent naissent dans les premières années. Donc voilà, on est toujours dans un mode de vie pour assurer sa survie. Je pense que je vais être obligée de rester comme ça parce que les dias ne passent pas. Sinon, peut-être avec les diapositives directement en grand écran, ouais. Le même. Ah non, tu les as mis en PowerPoint ou c'est un PDF? Non, c'est un PDF. Ah ouais. Prends directement les diapos. Après, Geoffrey verra pas, mais. Ouais, c'est pas grave. En grand écran, c'est pas grave. Directement, il doit y avoir ça en dessous. Ah, ok, on peut cliquer. Ah, comme ça, ouais. Parfait, c'est bon, c'est tout bon. Ok, super. Et donc on arrive aujourd'hui à l'homme moderne, où cette fois-ci le problème de nourriture est réglé puisqu'on a l'abondance des supermarchés, on mange beaucoup, on mange souvent trop. Au niveau de la reproduction, pareil, plus de problème, on est même en surpopulation et on est dans un milieu, dans un monde où on est tous sédentaires et voire on est même inactifs puisque on prend la voiture pour aller au travail, on fait même du télétravail à l'ère du Covid. Hein. Il y a des gens qui bossent à 100% depuis chez eux, hein. Je ne vous l'apprends pas, j'imagine. Et donc, on peut se demander si on peut parler vraiment de survie, puisqu'on est dans ce monde en fait, où on n'a plus toutes les problématiques qu'on avait avant. Donc si on revient maintenant à ce qui m'intéresse le plus, c'est-à-dire l'alimentation, si on prend l'alimentation d'Homo sapiens, on était chez un individu qui était chasseur-cueilleur et qui se nourrissait majoritairement de fruits, de plantes, de tubercules, de racines et de produits carnés, donc qui l'obtenait grâce à la chasse et la pêche. Cette nourriture-là, elle était bien entendu limitée, puisque ça dépendait du climat, des aléas de la nature, et donc il y avait des grandes périodes où ils mangeaient finalement assez peu, et d'autres où c'était plus facile, je pense notamment à l'été, où on a beaucoup plus de fruits, ce genre de choses. Ensuite, notre arrière-arrière-arrière-grand-père-grand-mère, lui, c'était un agriculteur-éleveur, donc on était sur plutôt des légumes, tubercules, des fruits toujours. L'apparition du coup plutôt des céréales et du lait, grâce notamment à l'élevage des vaches, et toujours aussi des produits carnés. Une plus grande majorité grâce à l'élevage, mais toujours une part importante avec la pêche et la chasse. Toujours pareil, cette alimentation, enfin cet apport en alimentation, elle était également limitée, puisque en fonction du climat, si on avait des grosses périodes de pluie, on pouvait perdre une grande partie des récoltes. Il y avait aussi, avec l'apparition du coup de l'agriculture et l'apparition des maladies qui détruisent les plantations, hein, vous connaissez peut-être le mildiou qui peut détruire la tomate, ce genre de choses. Donc on était toujours avec une alimentation qui était limitée, mieux contrôlée puisqu'on pouvait faire nos cultures, mais toujours limitée. Et si on passe maintenant à l'homme moderne, qui est cette fois-ci maintenant un consommateur, donc qui mange des légumes, des fruits en quantité moins importante, beaucoup de céréales, de pain, de sucre, de produits transformés, de lait, de sel, et toujours beaucoup de produits carnés, cette fois-ci plus de la viande et beaucoup moins de poissons. Et là, plus de problème de nourriture limitée, puisqu'il suffit d'aller au supermarché du coin pour trouver en abondance toutes sortes de produits. Au niveau de notre héritage génétique, en fait, on a gardé celui de notre ancêtre Homo sapiens. Homo sapiens, lui, il était attiré par le goût sucré et le goût du gras, parce que dans ce monde où on avait un apport en nourriture qui était limité, c'était important d'être attiré par le goût sucré, puisque les aliments sucrés donnaient de l'énergie et des vitamines, donc dans les fruits et les tubercules, et le gras, c'était aussi de l'énergie, des acides gras essentiels et des protéines. Donc on pouvait trouver en partie dans les viandes, mais aussi dans certaines graines. Homo sapiens, il a aussi une grande capacité de stockage, que ce soit pour les sucres et les graisses. Pourquoi? Parce que quand on avait des hivers rudes, peu à manger, si on était capable de stocker, on pouvait survivre. L'individu qui ne stockait pas pendant l'hiver, si on a des périodes de famine, il meurt en fait, en gros. Le problème du coup, c'est que l'homme moderne, il garde ce goût, cette attirance pour le goût sucré et pour le gras, et il garde ses grandes capacités de stockage. Ce qui fait que dans un monde où la nourriture est abondante, riche en sucre, en graisse, en sel, et dans un monde où on ne bouge plus,
on va se retrouver en fait avec le développement de maladies métaboliques comme par exemple l'obésité, le diabète, etc. Donc l'obésité, si on oublie, on met de côté le Covid, c'est vraiment la pandémie du XXIe siècle. La principale cause du développement de l'obésité, c'est donc notre nourriture qui est hypercalorique, riche en sucre et en graisse. Cette nourriture, elle va entraîner une sécrétion importante d'insuline par le pancréas, et l'insuline, c'est une hormone de stockage qui va donc induire le stockage des substrats sucre et graisse en excès au niveau de la graisse, donc sous-cutanée, abdominale et également hépatique, donc au niveau du foie. Ça va donc entraîner à terme le développement d'un surpoids puis d'une obésité. Et au niveau du foie, on va avoir le foie qui se gorge de graisse. Donc on a vraiment le foie qui devient comme le foie gras qu'on mange à Noël. C'est-à-dire, ça s'appelle la maladie du foie gras et on parle en termes médicaux de la stéatose hépatique non alcoolique. À terme, cette stéatose, elle peut entraîner une cirrhose et des risques de cancer. Donc on peut mourir de cette maladie. Vous verrez les chiffres après, mais il y a une grande partie de la population mondiale qui est atteinte de stéatose hépatique non alcoolique. À terme, la graisse qui s'accumule au niveau notamment abdominal va sécréter différentes molécules, notamment des molécules inflammatoires, qui vont en fait agir sur les récepteurs de l'insuline et qui vont du coup bloquer son signal. C'est-à-dire qu'on va commencer par produire de l'insuline, mais l'insuline, elle ne pourra plus agir. Et ensuite, progressivement, on ne produira même plus d'insuline et ça va entraîner le diabète de type 2. Donc cette nourriture hypercalorique, elle peut entraîner des complications très graves pour la santé. Donc quelques chiffres, je ne veux pas être alarmiste, mais c'est très important d'en avoir conscience. L'obésité, c'est la 5e cause de mortalité. Ça touche 17% des adultes en France et 16 à 18% des enfants. C'est-à-dire qu'on est presque à un enfant sur 5 qui est en situation d'obésité à l'heure actuelle. Elle est associée à de nombreuses complications, notamment à la maladie du foie gras dont je viens de vous parler avant. Donc la maladie du foie gras, c'est 25% des adultes dans le monde, ça fait un quart. Ça augmente également, comme je vous ai dit, le risque de cirrhose et de cancer. L'obésité, c'est également associé à un diabète de type 2. Donc le diabète de type 2, c'est la 2e cause d'incident cardiovasculaire, donc AVC, infarctus. Et ça peut entraîner de très graves complications comme une insuffisance rénale, une perte de la vue, une atteinte des artères. Donc avoir un diabète de type 2, c'est pas juste devoir faire attention au sucre qu'on mange, ça a des implications qui sont beaucoup plus graves. Également, l'obésité, c'est associé à des gros risques cardiaques, donc des risques d'hypertension, d'athérosclérose. Donc ça augmente le risque d'AVC, d'infarctus, et une personne obèse, elle a 3 fois plus de risque de faire un AVC qu'une personne qui n'est pas en situation d'obésité. Enfin, je vous ai dit, le tissu adipeux, il sécrète des molécules inflammatoires, et donc on va avoir en fait chez la personne obèse une inflammation chronique qui va donc aggraver déjà les complications, que ce soit le diabète ou le cirrhose, et c'est ça qui va être incriminé dans les formes graves de Covid. Vous avez peut-être entendu dans les actualités que les personnes obèses étaient beaucoup plus à risque de se retrouver en réanimation. C'est à cause de ces molécules inflammatoires sécrétées par le tissu adipeux. Au-delà du Covid, ça entraîne aussi des plus gros risques d'infection, d'autres maladies, de grippe, etc., etc. Donc toujours dans mes citations, alors je ne vous lirai pas cet idiome chinois puisque je ne sais pas du tout le prononcer. Sa traduction, ça veut dire « les maladies entrent par la bouche ». Donc cet idiome, il a été enregistré pour la première fois au IVe siècle après Jésus-Christ, donc il y a très longtemps, et il était supposé véhiculer le concept d'hygiène diététique. Donc déjà à cette époque-là, on avait conscience que l'alimentation, c'était un des premiers facteurs qui pouvait entraîner des grosses pathologies. Alors, je vais vous demander de lever la main. Je vais vous faire participer un petit peu. Donc, à votre avis, combien de sucre ajouté, donc je parle du sucre
du carré de sucre, hein, pas des féculents et tout ça. Vraiment le sucre ajouté. Un Français moyen, combien il en mange par jour? Donc ceux qui sont pour 15 grammes, levez la main. 15 grammes personne. 50 grammes? Ouais, une majorité, ok. Et 100 grammes? Ok. On est à 100 grammes par jour. Alors à votre avis, ça fait beaucoup, pas beaucoup? Ceux qui sont pour beaucoup? Ok, presque tout le monde, ça me rassure. Donc en effet, 100 grammes, c'est beaucoup. Et ce problème de sucre, il apparaît en fait au 19 et 20e siècle avec l'apparition de la betterave, et donc on peut incriminer Napoléon. C'est Napoléon qui a favorisé en fait l'utilisation de la betterave sucrière. Pour le moment un peu historique, il y avait des tensions. Mais à cause des Anglais, hein. Qu'est-ce qu'il y a? C'est les Anglais, c'est à cause des Anglais. Ouais, c'est ça, ouais. En fait, il y avait un blocage, on n'arrivait plus à récupérer la canne à sucre pour avoir du coup de sucre. Et Napoléon a dit, ok, c'est pas grave, on a de la betterave, ça permet de faire du sucre, on va développer l'industrie du sucre par la betterave. Donc on est passé dans 1840, où on consommait à peu près par an 3 kg de sucre, à partir de 1990, donc un peu plus de 100 ans plus tard, à 35 kg. Donc on a multiplié par 10 quasiment notre consommation de sucre, ce qui est juste énorme. Les recommandations de l'OMS, c'est 25 grammes par jour. Donc autant vous dire que le Français moyen qui mange 100 grammes de sucre ajouté par jour, il mange 4 fois trop de sucre que ce qui est recommandé. Le risque de manger autant de sucre, c'est bien sûr le développement de l'obésité, puisque je vous ai dit, le sucre, ça se transforme en graisse, donc ça se stocke. On revient à la diapositive précédente, développement de l'obésité, et également au développement du diabète. Alors, deuxième question, à votre avis, combien de sel un Français moyen mange par jour? Ceux qui sont pour 5 grammes. Ok, 5 grammes, on a 3 personnes. 10 grammes. Ok, un peu plus de monde, peut-être la moitié. 18 grammes. Ok, le reste de l'amphi. Alors, le Français moyen, il est entre 10 et 18 grammes. Voilà. Est-ce que ça vous semble beaucoup, pas beaucoup? Beaucoup, non? Ouais, quand même. En effet, c'est beaucoup. La recommandation de l'OMS, c'est 5 grammes par jour. Donc quand on est à 10 grammes, on est à 2 fois trop. Quand on est à 18, presque 4 fois trop. Le risque de manger trop de sel, c'est d'avoir des gros problèmes cardiaques. Et si on revient toujours à notre ancêtre Homo sapiens, lui, il était à moins d'1 gramme par jour. Alors forcément, à l'époque, le sel, il l'obtenait que des produits qu'il mangeait, donc c'était ce qui était naturellement présent. Donc moins d'1 gramme par jour, ça fait pas beaucoup. Mais 10 grammes, on est vraiment beaucoup trop, quoi. Donc dans les mauvaises habitudes qu'on a également, il y a le fait que l'homme moderne il mange de mauvaises graisses. Donc Homo sapiens, je vous ai dit, son apport en viande et en poisson, donc ça venait de la chasse et de la pêche. Donc il mangeait des bons acides gras, donc des bons oméga 3, des bons oméga 6. Le problème avec l'homme moderne, c'est qu'il mange des viandes et des poissons qui sont transformés. Ce sont des viandes et des poissons qui sont riches en mauvaises graisses et on a un déséquilibre très important dans les acides gras essentiels. Donc on mange trop d'oméga 6, pas assez d'oméga 3. Et ça a comme implication que les oméga 3, c'est des acides gras qui permettent de produire des molécules qui sont anti-inflammatoires, donc on en a besoin. Donc ne pas en manger assez, ça pose problème, et j'imagine que vous avez tous déjà entendu ce truc-là de il faut manger au moins une fois du poisson par semaine. En fait, c'est vraiment important. Également, l'homme moderne, il mange des graisses hydrogénées, des acides gras trans aussi, qu'on va retrouver dans les pâtisseries, ce genre de choses. Tout ça, ça va avoir comme implication que ça favorise le développement de l'obésité et également des problèmes cardiaques. L'homme moderne aussi, il est friand d'aliments ultra transformés. Alors, les burgers, les pizzas, tout ça c'est sympa, ça fait un bon gros repas quand on a une dure journée, on est content de manger un truc qui fait plaisir. Le problème c'est que c'est riche en sucre,
c'est riche en graisse, c'est riche en sel. Et ça va entraîner du coup un risque important de développer une obésité, un diabète et des problèmes cardiaques. En plus, tout ça, le sucre, la graisse, le sel, ça va juste permettre d'augmenter l'appétence, donc c'est-à-dire que ça va vous donner envie d'en manger plus, ça va vous faire saliver. Ça va quand on est devant un gros burger qu'on a faim, on est content de manger ça. Hein. Ça va permettre aussi de les rendre moins chers, mais du coup ça fait des produits qui sont beaucoup moins bons. Une autre mauvaise habitude de l'homme moderne, c'est de faire trop cuire ses aliments. En fait, plus on va augmenter la température et plus on va détruire ce qui va se trouver dans l'aliment. Donc quand on se place à 40 degrés, on va détruire les enzymes qui sont nécessaires à la digestion. À partir de 60 degrés, on va détruire la vitamine C. Donc ça, retenez-le juste 2 secondes, ça aura une importance juste après. À 90 degrés, on détruit la vitamine B, la vitamine E. 100 degrés, les sels minéraux précipitent et deviennent non assimilables. 110, on détruit la vitamine A, la vitamine D. Et enfin, à 120, on va détruire toutes les vitamines et on va produire des composés néfastes. Tout ça, ça va avoir comme conséquence déjà perte de vitamines et production de composés nocifs qui peuvent entraîner des risques de cancer et des risques de carence. Donc c'est important, c'est bien de faire cuire les aliments qu'on mange, mais c'est important aussi de manger des aliments crus par exemple. Si vous mangez des carottes, du chou, ce genre de choses, ne les mangez pas tout le temps cuits. Pensez à faire des crudités, à les manger crus pour bien pouvoir garder toutes les vitamines. L'homme moderne ne mange pas assez de fruits et légumes. Alors vous connaissez peut-être le scorbut, vous en avez déjà entendu parler? Ouais, non, je vois des têtes qui disent non. Le scorbut, c'est la maladie des marins. C'est une carence en vitamine C. Donc je vous rappelle juste avant, j'ai dit que la vitamine C s'était détruite à 60 degrés. Alors c'est une maladie pas très sympa, puisque ça entraîne le déchaussement des dents. On a les gencives qui se mettent à purler et on fait des hémorragies et on meurt, en gros. Cette maladie, en fait, elle apparaissait, donc on l'appelle la maladie des marins. Pourquoi? Parce que les marins, ils restaient sur Terre pendant la mauvaise saison. Donc à la mauvaise saison, on n'avait pas trop de fruits, ils mangeaient plutôt des pommes de terre, des tubercules, etc. Et puis quand la bonne saison revenait, ils repartaient sur les bateaux. Sauf que sur les bateaux, on ne peut pas emmener des fruits frais, et donc ils avaient des trucs plutôt secs, pas trop de fruits et légumes. Ce qui se passait du coup, c'est qu'ils avaient, pendant l'hiver, ils ne stockaient pas de vitamines, et pendant du coup qu'ils étaient sur les bateaux, ils n'avaient pas non plus d'accès à de la vitamine C. Ça a reculé à partir de 1795, au moment où on a distribué des citrons sur les bateaux, et donc on a vu disparaître quasiment complètement cette maladie. Dans les pays riches, on n'a plus du tout normalement de scorbut, parce qu'avec une alimentation équilibrée, on a largement assez de vitamine C. Donc pour vous donner une idée, manger une orange par semaine, ça suffit à empêcher l'apparition du scorbut. Sauf que, retour du scorbut ces dernières années. Donc en France, on a eu 4 cas en 2019 et en Angleterre en 2020, presque 200 cas. Et ça, pourquoi? C'est parce qu'on consomme des aliments transformés, donc qui ne contiennent plus les vitamines. On mange des plats préparés, pareil, plus de vitamines. Et des aliments de haute conservation, donc qui sont aussi pauvres en vitamines. Donc le retour du scorbut, c'est une totale aberration quand on pense qu'une orange par semaine, ça suffit normalement à éviter cette maladie. Donc là, je vous ai bien déprimé, j'imagine, là, avec tout ça. Ok, ouais. Ok, donc maintenant, on va voir un petit peu quelles sont les habitudes à changer pour éviter de développer des maladies métaboliques, un scorbut, hein, normalement, avec ça, maintenant, vous allez manger une orange par semaine, vous ne devriez pas perdre vos dents, ça devrait aller. Donc toujours sur mes citations, j'aime bien cette citation de George Orwell qui dit « Nous pourrions bien nous apercevoir un jour que les aliments en conserve sont des armes bien plus meurtrières que les mitrailleuses. » Donc ça, c'est apparu au XXe siècle, donc à peu près en même temps que les boîtes de conserve, où c'était un petit peu une évolution, une découverte exceptionnelle, hein, de pouvoir garder les aliments longtemps.
conseil que je peux vous donner, c'est d'apprendre à reconnaître les produits qui sont ultra transformés et les éviter. Donc on a 3 types de produits. Les premiers, ce sont les aliments qui sont non transformés ou peu transformés. Donc ils sont obtenus directement à partir de plantes ou d'animaux. Dans ces aliments, on n'a pas d'ajout de sel, de sucre ou d'autres conservateurs. On va avoir également les peu transformés. Donc là, cette fois-ci, c'est juste, ils vont subir un procédé. Donc par exemple, ils peuvent être séchés, pasteurisés, congelés, mais on ne va pas avoir d'ajout. On va rester sur un aliment qui est très simple. Et on peut aussi avoir des aliments qui sont extraits par le broyage, le pressage. Donc par exemple, l'huile d'olive, c'est comme ça qu'on va l'obtenir par du coup pressage des olives. Donc ça, on va partir du coup sur les aliments vraiment frais, hein, les légumes, les œufs, la viande que vous achetez chez le boucher, ou des aliments surgelés, de l'huile d'olive, des tomates séchées, ce genre de choses. Alors, quand je dis tomates séchées, c'est vraiment juste les tomates séchées, hein, c'est pas celles qui sont dans l'huile. Voilà. Les tomates séchées dans l'huile, elles font partie des aliments transformés. Donc c'est-à-dire que on va partir d'aliments non ou peu transformés, et cette fois-ci, on va ajouter du sel, du sucre, du vinaigre ou de l'huile, et le but en fait ça va être d'augmenter leur conservation. Donc ça va être par exemple tout ce qui va être en conserve, les bocaux également, les boîtes de conserve type sardines donc, qui sont conservées dans l'huile, etc. Et enfin, on va trouver les aliments ultra transformés, donc ceux-là il faut essayer de les éviter à tout prix. Donc là on va avoir au niveau de la fabrication plusieurs étapes de transformation. Ils vont être composés d'une variété d'ingrédients dont beaucoup sont utilisés uniquement par l'industrie. Et généralement, quand vous regardez la composition, si vous lisez la liste, il y a la moitié des trucs, même les 3/4, vous ne comprenez rien à ce que c'est. Le but de ces aliments transformés, c'est de créer des aliments et des boissons qui sont pas chers, faciles à utiliser, attractifs et agréables au goût. Donc là, c'est vraiment attirer le consommateur parce que c'est pas cher et ça a bon goût. Mais c'est pas bon pour la santé. Donc là, si je vous donne un exemple, un aliment non transformé, ça va être par exemple des sardines que vous allez manger avec un carré de citron. Un aliment transformé, ça va être une boîte de sardines où vous avez du coup sardines, huile d'olive, sel. Donc ça, si on peut manger que les sardines avec le citron, c'est mieux. Mais une boîte de sardines, si vous avez juste dedans de l'huile d'olive, du sel, c'est pas mal. C'est une bonne alternative si vous n'avez pas de possibilité d'acheter du poisson frais. Et l'ultra transformé, donc là j'ai très bien caché les marques, hein, vous ne reconnaîtrez pas du tout cet aliment. Donc là, si on s'intéresse un tout petit peu à la composition, donc dans le premier ingrédient c'est du colin d'Alaska, donc déjà c'est plutôt rassurant, le premier ingrédient c'est du poisson. Ensuite, vous avez de la pâte à beignet, donc farine de blé, eau, semoule de riz, amidon. Donc ça, c'est des féculents, c'est du sucre. De la moutarde, ok, du sucre. Ça n'a rien à faire dans du poisson, hein, normalement, du sucre. Vous êtes d'accord avec moi? Encore de l'amidon de blé, donc ça, c'est encore des féculents, c'est encore du sucre. De la chapelure, etc., etc. Donc là, vous avez un aliment qui est totalement transformé. Donc pour reconnaître les produits ultra transformés, déjà le premier truc c'est que les paquets souvent ils sont colorés et attrayants. Donc là pareil, hein, vous ne reconnaîtrez pas du tout cette marque de gâteau qu'on a tous mangé en étant enfant. Voilà, on a souvent aussi une mascotte, hein, ça c'est typique pour les produits pour attirer les enfants. Vous avez une mascotte qui donne envie d'acheter le paquet. Vous avez aussi, alors ça, attention au piège, des slogans qui sont divers et variés et qui sont censés mettre en avant les atouts de votre aliment. Donc quand vous avez des trucs genre patates de France, ce genre de choses, juste pour vous informer, hein, il y a très peu des slogans qui sont dessus qui sont officiels. C'est-à-dire que quand vous avez un slogan bio, vous savez que c'est un slogan officiel. La plupart du temps, ils rajoutent des trucs, ils fabriquent un logo, c'est juste pour essayer de vous vendre le produit. Donc là, par exemple, ici, pour les céréales, des céréales au maïs et au miel, c'est écrit en haut « Source quotidienne de vitamines et de fer ». Alors quand on lit ça, on se dit « Waouh, super, c'est des super céréales pour la santé et tout ».
c'est trompeur. Parce qu'un aliment qui est riche en vitamines, ça ne veut pas dire que c'est un aliment qui est bon pour la santé. Je vous ai dit, la liste d'ingrédients souvent est longue et difficile à déchiffrer. Et faites attention parce que généralement, les tout premiers ingrédients de la liste, c'est les ingrédients qui sont en majeure quantité. Donc c'est-à-dire que les 2 premiers ingrédients, c'est les ingrédients qui sont les plus présents. Donc faites attention quand vous avez le sucre qui est au début, ça veut dire que vous avez énormément de sucre dans votre produit. Donc là, si on décortique ce paquet de céréales qui est donc riche en vitamines et en fer, le premier ingrédient c'est de la farine de maïs, le deuxième du sucre. Donc en gros, ces céréales-là, c'est que du sucre. Vous avez du sirop de glucose, du miel. Alors super, les boules au miel, il n'y a que 5%, sinon c'est que du sucre qui donne le goût sucré. Vous avez du sel dedans, donc pareil, toujours pareil, qu'est-ce que le sel vient faire dans des céréales? Encore de l'extrait de malt d'orge, donc ça, extrait de malt d'orge, comme ça on se dit, ah ouais, malt d'orge, ça doit être bon. Non, malt d'orge, c'est du sucre. Colorant, ok. Et à la toute fin, là vous avez les vitamines et les minéraux, donc super, c'est rajouté, c'est des vitamines pas naturelles, c'est rajouté dedans. Donc là en gros, quand vous achetez ces céréales-là, vous avez quasiment que du sucre et puis quelques vitamines qui sont rajoutées. Ouais, je vois déjà des questions. Ouais. Une question, je pense parce que je vois écrit miel. Est-ce que le miel est un meilleur sucre que le sucre? Ou alors pas du tout nutritif ou de... Alors le miel, il n'est pas composé que de sucre. Alors le sucre qu'on l'entend, c'est le sucre de table. Dans le miel, il y a aussi du fructose, donc c'est mieux. Ce qui est important, c'est vraiment de varier les sucres, de ne pas tout le temps manger la même chose. Donc si vous pouvez manger du sucre normal, du sucre de canne complet, du miel, du sirop d'agave, ça c'est le mieux, quoi. Merci. Donc toujours pour reconnaître ces aliments ultra transformés, pour vous dire, les aliments ultra transformés, c'est 80% de l'offre en supermarché. Souvent, on pense que les aliments ultra transformés, c'est les aliments traditionnels de la malbouffe, donc on se dit, c'est les pizzas, c'est les burgers, c'est les nuggets. Donc en effet, c'est ça, mais pas que. C'est-à-dire que les aliments ultra transformés, ça peut en effet être ça, les beignets et tout ça, les trucs qui sortent du McDo, les frites. Sauf que les aliments ultra transformés, c'est aussi ça. Ça peut aussi être des falafels, ça peut aussi être de la soupe qu'on achète en briques, ça peut être des petites conserves poulet de légumes, et ça peut être aussi des filets de poulet rôti. Donc le deuxième conseil que je peux vous donner, maintenant que vous savez reconnaître les produits ultra transformés, c'est de les cuisiner vous-même. Alors je suis d'accord, les plats préparés c'est pratique quand on n'a pas le temps, des fois je suis d'accord avec vous, moi aussi je rentre du labo, j'ai pas envie de cuisiner. C'est important d'en avoir conscience, mais c'est important de vous mettre à diminuer les plats transformés si vous en mangez beaucoup et cuisiner vous-même. Donc je vais reprendre mes exemples. Donc les falafels. Juste pour vous montrer un petit peu l'aberration des falafels ultra transformés, c'est que dedans, on va trouver en plus des flocons de pommes de terre, de la farine de riz, de l'amidon. Donc ça, on va rajouter de la farine, on rajoute des féculents, ça veut dire qu'on rajoute du sucre. Dedans, il y a de la miso, donc ça veut dire que c'est du soja, du riz, du sel. Donc on va extrêmement saler ces falafels. Et donc ici, là, vous voyez, on a une liste longue comme le bras. On se retrouve avec des falafels qui sont composés de 16 ingrédients et des falafels qui sont riches en glucides, en gras et en sel. Puisque ici, on voit les huiles végétales, ça arrive quasiment en 4e position, donc c'est une partie très importante du produit. Oui. Le Nutri-Score, alors, j'ai pas fait de dia dessus, mais il faut se méfier du Nutri-Score, parce que les critères qui rentrent dans le Nutri-Score, c'est pas forcément des critères qui vont vous dire que votre produit il est riche ou pauvre en sucre. Donc le Nutri-Score, c'est bien qu'il soit présent dessus, mais il faut faire quand même attention. Parce que là, en effet, on a un Nutri-Score de A, donc on a l'impression que le produit il est super. Or là, vous mangez quand même un produit qui est riche en glucides, en gras et en sel.
Donc si vous le faites maison, alors je vous ai mis une petite recette, hein, si vous voulez prendre les photos maintenant, vous pouvez. C'est vraiment pas compliqué hein, de faire des falafels soi-même, il faut des pois chiches déshydratés, vous les réhydratez une nuit dans l'eau, si vraiment vous n'avez pas le temps de le faire, vous pouvez acheter une conserve de pois chiches, c'est toujours mieux que rien. Vous prenez de l'ail, du sésame, de la coriandre, du cumin, du paprika, vous mélangez le tout, un petit peu de sel pour donner un peu du goût, mais vous n'êtes pas obligé d'en mettre plein. Et puis vous les faites revenir au four, vous mettez un tout petit peu d'huile d'olive dessus, et c'est fini. Vos falafels, ils sont prêts. Donc là, on n'a que 8 ingrédients, moitié moins que la fois d'avant. Vous n'avez pas de sucre ajouté, vous avez beaucoup moins d'huile et de sel. Donc là, vous avez un produit qui est vraiment beaucoup plus sain, et qui est finalement vraiment pas compliqué à faire. Hein. Faire des falafels, ça prend 10 minutes. La soupe en briques. Alors là, vous avez de la soupe bio en plus, veloutée de légumes du soleil. Là, vous avez un super slogan 100% naturel. Alors là, on se dit, j'achète de la soupe. Là, ce soir, c'est healthy. Je vais manger un plat trop bien. Sauf que si on décortique les ingrédients. Premier ingrédient, jus de tomate à base de concentré. Deuxième ingrédient, de l'eau. Donc en gros, votre soupe là, la plus grande partie, c'est que de la flotte. Ensuite, vous avez un peu des légumes. Alors c'est une bonne nouvelle quand même pour un velouté. Vous avez de la carotte, courgette, oignon, pommes de terre. Pommes de terre, on peut en mettre dans la soupe, ça je suis d'accord. Hein. Moi je fais de la soupe avec de la pomme de terre. Juste gardez en tête que la pomme de terre, c'est du sucre aussi. C'est un féculent, il y a de l'amidon dans la pomme de terre. Ça a un indice glycémique qui est assez élevé. Donc vous pouvez essayer de vous passer de pommes de terre quand vous faites des soupes. Du poivron, ok, de l'huile d'olive, alors très bien, moi je mets jamais d'huile hein, quand je fais de la soupe normalement, c'est un peu curieux. De l'amidon de maïs, donc là l'amidon de maïs c'est aussi du sucre, hein, l'amidon c'est du sucre. Et l'amidon, est-ce que vous savez à quoi ça sert dans les plats? Ça sert à épaissir. Donc en fait là vous vous retrouvez avec une soupe qui est tellement liquide qu'on est obligé de mettre de l'amidon pour l'épaissir. Vous avez du sel, vous avez des arômes naturels. Dans de la soupe, vous avez des arômes. Ça veut dire que votre soupe, sans les arômes, elle n'a pas de goût. De l'ail, de la crème, alors ça ok, moi aussi je mets de la crème dans ma soupe. Et donc tout ça, issu de l'agriculture biologique. Sauf que vous avez une soupe où on est obligé de mettre, donc comme ingrédient principal, c'est du concentré de tomate et de l'eau, donc vous avez très peu de légumes dedans. Vous êtes obligé de mettre de l'amidon pour épaissir votre soupe et de mettre des arômes pour donner du goût. Si vous voulez faire ce super velouté de légumes du soleil vous-même, c'est super simple. Il faut prendre une aubergine, des tomates, des courgettes, des carottes, de l'oignon, donc en gros des légumes. Vous pouvez mettre une cuillère à soupe de crème dedans hein, pour donner un petit peu un côté velouté. Un petit peu de sel, du poivre et c'est réglé. Là, vous avez une soupe où vous avez quasiment que des légumes. Vous n'avez pas besoin de rajouter des arômes puisque vous avez le bon goût des légumes. Vous n'avez pas de pommes de terre, pas d'amidon, donc vous avez une soupe qui est finalement pauvre en glucides. Vous allez avoir que les glucides qui peuvent être présents dans la tomate et la carotte, par exemple. Et vous pouvez ajuster la quantité d'eau pour ajuster votre velouté. Si vous voulez une soupe assez épaisse, vous mettez finalement peu d'eau pour la cuisson. Si vous voulez un truc super liquide, vous pouvez rajouter de l'eau. Et vous n'êtes pas obligé d'ajouter de la farine dedans pour avoir une soupe qui fait un aspect velouté. Alors tout à l'heure, on en discutait, la soupe ça peut être casse-pied à faire si vous n'avez pas de mixeur par exemple. Vous êtes étudiant, tout le monde n'est pas forcément équipé avec un mixeur. Quand c'est comme ça, ce que vous pouvez faire, c'est de faire des soupes où vous coupez les légumes en petits morceaux et vous pouvez la manger avec le bouillon des légumes. Donc les légumes ont cuit dedans, hein, vous allez avoir un bouillon qui a du goût et vos morceaux de légumes. Ça peut aussi être une solution. Et enfin, donc là, ça, moi, c'est quand j'ai fait mes recherches pour faire ce diapo, ça, c'est ce qui m'a le plus effrayé. C'est du coup ces filets de poulet rôti. Donc quand on les voit comme ça, on se dit ah super, j'achète du poulet qui est déjà cuit. Et quand on regarde la composition, donc vous avez en premier ingrédient filet de poulet. Bon jusque là, ok, normal. Si c'était pas le cas, ça serait vraiment flippant. Vous avez aussi de l'eau, donc ça c'est un peu curieux, du sel, de l'huile de tournesol. Donc le sel, il apparaît en troisième position. Vous avez un produit du coup qui est très salé. Vous avez du sucre roux,
du sirop de glucose de blé, donc ça c'est pour sucrer votre produit, des protéines de pois, des fibres de carotte et des épaississants. Donc en fait vous avez du poulet qui est reconstitué. Alors, juste pour info, hein, épaississants carragénane, les carragénanes c'est des algues. Donc est-ce que c'est normal dans du poulet de trouver un épaississant à base d'algues? Pas trop, non. Donc si vous voulez faire des poulets, du filet de poulet rôti, ça sera beaucoup plus simple et ça vous évitera d'avoir du sucre pour modifier le goût, des fibres et des épaississants pour modifier la texture et du coup d'avoir du poulet qui est reconstitué. Donc pour ça, c'est très simple. Il vous faut 2 filets de poulet, de l'huile d'olive, de l'ail, du thym, du paprika, un peu de sel, de poivre, au four et c'est réglé. Là, vous avez de la vraie viande. Vous avez juste des épices pour relever le goût. Hein. Vous n'êtes pas obligé de mettre du sucre et tout ça. Et du coup, vous avez aussi également beaucoup moins de sel. Et enfin, le dernier conseil que je peux vous donner, c'est de choisir les bons aliments à privilégier dans votre cuisine. Alors là, le but, c'est pas de vous dire d'interdire tous les aliments ultra transformés et les aliments transformés. C'est juste de vous faire une prise de conscience et de vous rendre compte peut-être que chez vous, vous avez des aliments qui sont pas bons et vous pouvez peut-être les remplacer vers des choses qui sont meilleures. Donc, à réduire et éviter, donc à réduire hein, les boissons alcoolisées, on a le droit de se faire plaisir quand même. Les jus de fruits, alors les jus de fruits, on a l'impression qu'on prend quelque chose de bon parce que c'est du fruit, mais les jus de fruits, c'est rempli de sucre. Il vaut mieux manger un fruit que de boire, enfin de manger une orange que de boire un verre de jus d'orange. Et aussi les sodas. Alors ça, évidemment, hein, toujours, on peut se faire plaisir, on peut faire la fête, boire une bière, un verre de vin, un soda, c'est juste à table au quotidien, buvez de l'eau. Ça peut paraître tout bête, mais c'est buvez de l'eau. Réduisez votre consommation de sucre et de sel. Essayez de voir, je vous ai dit, le français moyen, il est à 100 grammes de sucre en moyenne par jour. Regardez-vous, chez vous, ce soir, dans les jours à venir, à combien vous êtes. Est-ce que vous sucrez beaucoup vos plats ou pas? Essayez de réduire. Le sel, pareil, vous n'êtes pas obligé de saler tout le temps vos plats. Faites attention à ne pas ressaler aussi des plats qui sont déjà salés. Limitez les viandes grasses, donc tout ce qui va être côtelettes, steak haché 15%, les saucisses, la chair à farcir, la charcuterie. Essayez de réduire, ça c'est très gras, c'est pas hyper bon. Et surtout, le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est de réduire l'association des glucides et des lipides. C'est-à-dire de ne pas manger trop de pizza, de burgers, qui sont des plats qui sont hyper sucrés, hyper gras. Les pâtes carbonara, par exemple, c'est le pire truc, quoi. C'est super gras. Les pâtes, c'est plein de féculents, donc c'est vraiment pas la bonne association. Pareil, les tartines de pâte à tartiner, ce genre de choses, c'est du pain, c'est du sucre, du Nutella, c'est du gras, du sucre. En plus, le Nutella, ça tue les orang-outans, donc voilà, évitez ça, quoi. Alors, du coup, que faire? Donc, je vous l'ai déjà dit, privilégiez l'eau. À table, essayez de boire de l'eau plutôt que de vous prendre un soda. Pour remplacer le sel, vous pouvez utiliser plus d'épices. Utilisez du poivre, des herbes aromatiques. Souvent, on a l'impression, on sale beaucoup parce qu'on a l'impression que les plats ils sont fades. Si vous utilisez des épices, vous allez voir que ça va relever le goût et vous n'allez plus être obligé de saler. Choisissez aussi des viandes maigres, donc plutôt manger de la dinde, du poulet. Les steaks hachés 5% de matière grasse, c'est bien meilleur que ceux à 15%. Et augmentez votre quantité de poissons, parce qu'on mange souvent pas assez de poissons, donc qui sont riches en oméga 3, donc tout ce qui va être saumon, sardines, maquereaux. Donc ça, je vous ai dit, hein, si vous n'avez pas de poissonnerie, de possibilité d'acheter du poisson frais, vous pouvez très bien acheter des maquereaux naturels, des sardines à l'huile d'olive, c'est pas un problème. Essayez de varier aussi vos céréales, de manger plus d'oléagineuses, de manger des céréales complètes plutôt que de manger du pain blanc, des pâtes blanches. Essayez des pâtes complètes, du pain complet, c'est bien meilleur que donc tout ce qui est blanc. Mangez des fruits et des légumes de saison qui vont du coup être riches en vitamines plutôt que des légumes, par exemple manger des courgettes en hiver, c'est une aberration, quoi. Il
faut manger du chou, des carottes, des produits vraiment de saison. Et enfin, vous pouvez faire des bons repas lipidiques où vous faites plaisir sur le gras, mais vous ne mangez pas de féculents. Par exemple, vous prenez des légumes à volonté, vous pouvez manger du fromage, de la viande, vous faire une grosse salade avec une bonne vinaigrette, mais sans manger de féculents. Et à l'inverse, vous pouvez faire des repas glucidiques, entre guillemets, où là, vous allez manger peut-être des pâtes, et vous évitez de manger des choses grasses avec. Vous faites des pâtes et des légumes, des pâtes et de la dinde, mais pas des pâtes carbo, quoi. Ouais. Ça, comment ça se fait? C'est parce que c'est les féculents qui permettent d'assimiler le gras, en fait? Alors, en fait, le corps, il est un petit peu feignant, c'est-à-dire que quand on va manger des glucides et du gras en même temps, il va utiliser d'abord les glucides et le gras va être stocké. Si on mange que des lipides pas associés aux glucides, en fait, le corps il est capable de s'adapter et du coup d'utiliser ce gras pour produire de l'énergie sans le stocker. Ça, c'est le sujet de ma thèse, hein, le grand sujet de recherche, c'est de voir les effets justement de la réduction du sucre. Donc, enfin, aparté total, hein, moi je travaille sur des souris, et quand elles mangent une alimentation qui est hyper calorique mais sans sucre, donc que du gras, elles ne grossissent pas. Voilà. Ok. Geoffrey, je vais te laisser la main du coup. Oui, pas de problème. C'est bon, vous m'entendez? Simplement une question, ça fait déjà 45 minutes quasiment. Je ne sais pas combien de temps on a. Combien de temps vous voulez qu'on mette en tout là? En soi, je pense une vingtaine de minutes. Encore 20 minutes à peu près? Avec les questions? Parce qu'après ça va faire un peu long peut-être. Hein. Ouais, c'est pour ça je pense. Enfin, faites comme vous pouvez. Okay. Non, mais je vais essayer de ne pas faire trop long, hein, parce qu'Anouk, c'est la prise en temps, mais c'était très bien. Ouais, simplement, je voulais revenir sur un... déjà, j'espère que vous n'êtes pas trop déprimés, là, parce qu'avec tout ce que Anouk vous a dit sur l'alimentation, c'est vrai on a quand même tendance tous à, je vous rassure, nous aussi, hein, le sucre, ça reste on le retrouve tellement partout dans notre alimentation que l'éviter, c'est pas simple. Je vais simplement revenir sur le fait que lorsqu'on mange Attends, Geoffrey, est-ce que tu peux répéter parce que ça a coupé là, on t'entendait pas. Bon, c'était pas très important. Non, je disais que en fait, par rapport à ce que tu disais, on peut trouver à 20 €. Donc c'est pas non plus véritablement un problème de se cacher là derrière. C'est quelque chose dont on peut tous s'acheter. Si on n'aime pas trop les légumes, mixer tout ça. Et c'est vrai que souvent, on le mange plus facilement en tout cas que certains légumes. On est nombreux à fuir. Ouais, donc je disais, hein, si vous êtes déprimé. Attends, ouais, Geoffrey, attends, Geoffrey, on va essayer de mettre un partage de connexion parce qu'on t'entend de façon assurée là. Ouais, désolé, un on va essayer retour, de ouais. régler ce problème rapidement. Je tente le partage de connexion. Ouais. Tu veux que je mette le lien si? Je sais pas si t'as d'autres choses. Ouais. Après, si tu coupes la caméra, on verra que. Je peux couper la caméra aussi, peut-être si ça améliore le plan. Ouais, attends, on essaie de partager la connexion, on va voir si ça marche. Je pense que ça va pas couper. Moi je suis en 4G donc ça devrait aller. Ok. Est-ce que tu nous entends? Ouais, attends. Sinon, mais non, on va virer le diapo aussi. Ah, c'est bon. Tu nous entends? Ouais, je vous entends. Pardon. Et là, c'est comment le son?
Là, c'est mieux. Ça a l'air mieux, ouais. Ouais. Vas-y, tu peux... Essaye, je te dis, ouais, si ça... Et donc, je sais plus ce que je disais, mais on va essayer d'avancer du coup. Donc oui, je disais que si on ne vous a pas déprimé avec l'alimentation, je pense que peut-être que la problématique qui tourne autour de notre planète et de l'implication de l'alimentation à ce niveau-là également, qui n'est pas... C'est comment là? Ouais, ça coupe un peu. Essaye d'enlever ta caméra, voir si c'est mieux. Donc la porte d'entrée un petit peu, on va partir de l'alimentation pour aller doucement vers les problèmes de l'environnement et des répercussions au niveau de notre planète avec le chocolat. Donc, là, on n'a pas trop parlé, mais effectivement le chocolat c'est quelque chose dont on est tous attirés, quand on révise, quand on travaille, quand on est fatigué le soir, on a tendance à... Mais comme vous le voyez ici, le chocolat, c'est également un produit qui est, on peut dire, ultra transformé. Donc, vous voyez ici, pareil, la liste des ingrédients. En premier lieu, vous voyez sortir le sucre. Donc, quand vous mangez ce type de chocolat pas cher, eh bien, vous mangez essentiellement du sucre. Vous m'entendez ou pas? Ouais. C'est bon? Ouais. Ok. Voilà. Donc, le chocolat, c'est pas autre chose finalement que essentiellement du sucre. Vous voyez ici, hein, sur 100 grammes, vous avez 52 grammes de sucre. Hein, donc vous voyez, c'est énorme. Alors, de la même manière, manger du chocolat, sauf parce qu'il y a également beaucoup de sucre. Et c'est ce que vous en a parlé, on 25 grammes. Une tablette, c'est l'équivalent de 10 cuillères à café de sucre, sachant qu'on a droit à 5 cuillères à café de sucre, hein, on nous l'a dit, 25 grammes, on est déjà loin au-dessus de ce qu'on a le droit de consommer. Sachant qu'en plus, vous voyez, les ados, eux, en consomment encore beaucoup plus. Alors, c'est pas que du chocolat, hein, c'est beaucoup, eux, à travers les sodas notamment, qui dépassent cette valeur de 25 grammes. Alors, on me demande souvent, hein, je fais des conférences sur ce sujet qui est important et intéressant, le chocolat. Évidemment, on peut trouver du chocolat bon pour la santé. Pourquoi? Parce qu'en fait, le cacao, c'est un ingrédient qui est bon pour la santé. On va en parler, le problème c'est qu'il vient de loin, ça pose d'autres problèmes, mais il n'empêche que le cacao, il est riche en magnésium notamment, et autres sels minéraux, vitamines, donc c'est quelque chose qui est intéressant. Donc, en consommant du chocolat ou en cacao, vous consommez quelque chose de bon pour la santé. Peut-être dans le cacao. Donc à ce moment-là, tout va bien. Donc c'est faisable, hein, on peut manger un petit peu. Alors c'est sûr que vous n'allez pas terminer votre tablette de chocolat lorsque vous prenez du 100%. Donc ça suffit largement. Mais la deuxième question, et on en arrive à notre planète, hein, c'est est-ce que c'est bien responsable en définitive? Alors on va voir, vous imaginez la réponse. Quelques chiffres, vous voyez, en France, on est des gros de chocolat, donc les seuls. Les voisins allemands, suisses, belges, on consomme encore plus du tout. Et on n'est pas si mauvais. On est les premiers de la classe, en niveau européen, on consomme quand même 30% de chocolat noir. On est largement sur notamment les Allemands en termes de chocolat noir. Mais ça, il y a quand même là-dedans 70% de chocolat lait. Et on n'a pas trop parlé du lait, hein, mais le lait pose problème pour différentes raisons, et notamment parce que c'est un produit issu de nos amis les vaches, qui, on va le voir, pose problème par ailleurs. Le lait, on le retrouve également dans ce chocolat. Donc le chocolat, il ne faut pas se leurrer, ce n'est pas que du cacao, c'est aussi du sucre, c'est aussi du lait. Et quand on met tout ensemble, ben voilà la problématique au niveau de l'environnement et de ce qu'on va parler à présent, c'est-à-dire l'impact carbone de ce type d'aliment, il est extrêmement important, on va le voir. Quand on consomme du chocolat, on consomme également du lait, on consomme également. Alors, est-ce que c'est un grand carbone sur chocolat? Bon, la réponse oui. Alors, on va voir en détail pourquoi. Pour commencer, ce que c'est que l'empreinte carbone. L'empreinte carbone représente la quantité de gaz à effet de serre émise de manière directe ou indirecte par l'activité humaine.
C'est ce qui est représenté ici, donc ça vous savez déjà. Les gaz à effet de serre, du coup également, je pense que c'est quelque chose dont on va avancer également, vous connaissez bien, donc c'est évidemment ce qu'on trouve, les gaz qui sont émis au niveau de la planète sur Terre, qu'on retrouve dans l'atmosphère et qui permettent bien de garder en définitive les rayons infrarouges émis par la Terre en définitive, qui viennent se réfléchir sur les nuages, sur les gaz dans l'atmosphère, et c'est ce qu'on appelle l'effet de serre. Et plus évidemment il y a des gaz à effet de serre qui sont émis, et plus vous allez avoir à ce moment-là un réchauffement, potentiellement un réchauffement climatique. C'est un peu ça, évidemment grandement simplifié, mais c'est un peu ça la problématique, puisqu'on se rend bien compte que notre planète a tendance, je ne peux pas un dessin, mais a tendance bien sûr à se réchauffer. Alors, l'alimentation, on va rester dans ce domaine-là pour voir un petit peu les effets sur notre planète. En premier lieu, on va rester sur notre chocolat. Vous voyez ici, le chocolat, 70 grammes de chocolat émet, il y a plusieurs études qui ont essayé de calculer un petit peu ce que ça représente en termes de gaz à effet de serre produit lorsque on va cultiver, récupérer, amener, transporter jusqu'à chez nous, jusqu'à nos magasins, jusqu'à même nos placards, le coût que ça représente. Ce qui est notifié ici, 70 grammes, 111 grammes de gaz à effet de serre. Et on ne parle pas ici de la déforestation et de l'appauvrissement des sols. En comparaison, une voiture émet 135 grammes de CO2 par kilomètre. Et du coup, 1 kg de cacao équivaut du coup à un trajet de 29 km. Donc, si on fait un petit peu le calcul, on va revenir au programme de collège. 1 kg de cacao, 29 km. Un Français consomme en moyenne 7-8 kg de chocolat par an. Effectivement, combien ? On a 11 millions de Français, alors évidemment tout le monde ne conduit pas, mais certains conduisent quand même plus que d'autres, bien évidemment. Et si on prend une moyenne, on est donc en gros à 232 km par habitant, donc ça c'est par rapport à la consommation de chocolat, et à l'échelle donc de l'ensemble de la population française, on est à 375 000 fois le tour du monde en voiture, puisque ça représente quand même 15 milliards de kilomètres. Alors ça, là encore, ça peut paraître énorme, mais si on revient au nombre de kilomètres que chaque Français fait, c'est quand même pas si important. Mais il n'empêche que c'est pas négligeable et ça représente une quantité importante de gaz à effet de serre qui sont émis dans l'atmosphère sous forme ici de CO2. Voilà, donc c'est de loin pas négligeable, et donc la réponse, c'est que consommer du chocolat, c'est ni raisonnable en termes d'alimentation, en termes de santé pour nous, et c'est ni responsable, puisque vous l'avez compris, c'est pas négligeable en termes de production de gaz à effet de serre. Ici, c'est l'exemple du chocolat, mais on pourrait le faire un petit peu beaucoup de nos produits. On va en voir encore un autre, et notamment ce qui nous intéresse depuis le début, ce qui tourne autour de la problématique du sucre. Alors, les solutions quand même, il y en a. Le message ici, ce n'est pas d'arrêter de consommer du chocolat, c'est de le consommer différemment, de le consommer peut-être effectivement de façon un peu plus parcimonieuse, et de privilégier le chocolat noir, puisque vous l'avez compris, le chocolat noir c'est bon pour la santé, vous n'allez pas en manger beaucoup, déjà ça c'est sûr, et on peut s'y faire, c'est-à-dire que votre palais va s'y adapter, évidemment ça peut représenter un véritable plaisir aussi de déguster un petit peu de chocolat le soir en regardant sa série favorite ou en révisant ses livres. Voilà, donc autre point, c'est de privilégier le bio et de le choisir éthique pour des raisons, je n'ai pas le temps de rentrer dans les détails, mais c'est aussi pour privilégier aussi le commerce équitable, pour qu'il y ait une rémunération à la base qui corresponde au travail effectué. Alors, deuxième exemple, effectivement, le sucre, puisqu'on l'a compris, et vous voyez que tout est logique ici, il y a une véritable cohérence entre l'environnement et l'alimentation, et c'est ça qui est bien également, et c'est un peu le message qu'on aimerait vous donner ce soir, c'est que je pense qu'il faut qu'on revienne à un moment donné à plus de simplicité, à des choses, à une logique, à une cohérence beaucoup plus grande, et qu'on arrête de vouloir juste consommer sans se poser des questions sur ces logiques, s'il n'y a pas d'autres possibilités, d'autres façons de faire, et qui soient meilleures pour les uns et les autres, et à la fois pour la planète. Et quand on parle de la planète, on parle de nous, parce que la planète,
la vie continuera d'exister. L'homme, j'en suis moins sûr si on continue à faire tout et n'importe quoi. Donc le sucre, là encore, c'est une incohérence assez importante. On fait venir de la canne à sucre qui vient de l'autre bout du monde, alors que c'est un produit qui est mauvais pour la santé. Vous voyez, et on le sait tous, mais n'empêche que la consommation ne fait qu'augmenter. Alors c'est vrai, de plus en plus nombreux, mais quand même. Alors la canne à sucre, vous voyez, production qui pose problème déjà pour les pays et les locaux, hein, les pays grands producteurs, beaucoup d'Amérique du Sud, d'Afrique, mais beaucoup surtout d'Amérique du Sud et nous également beaucoup dans nos dom-tom. On fabrique beaucoup de trop, bien sûr, puisque vous le voyez, ça pose des véritables problèmes puisqu'on a complètement détruit une partie de la biodiversité dans ces régions. On déforeste encore beaucoup au Brésil, également en Inde ou dans certaines régions. Ils peuvent également, et ils produisent de plus en plus, ils se rendent compte, pour des raisons toujours pareilles, de son enrichissement, de gagner beaucoup de sous en vendant cette canne à sucre. Alors, une petite étude qui vaut ce qu'elle vaut, mais il n'empêche que ce n'est pas qu'un problème de transport, puisque vous voyez, si on prend ici la quantité de CO2 produite en fonction ici parlons pour 1 kg de sucre, vous voyez que lorsqu'on produit bio au Paraguay, eh bien ça produit moins de CO2, ça émet moins de CO2 que si on produit pas bio en Suisse. Alors sans vouloir taper sur les Suisses. Et vous voyez, alors pourquoi? Bien parce que, alors on compare ici le sucre de canne avec le sucre de betterave. Bien parce que la betterave, c'est compliqué, hein, c'est d'extraire ce sucre de cette betterave, c'est dans des machines qui consomment du fuel, qui émet du CO2, et en définitive, même s'il y a du transport, évidemment, pour ramener le sucre, c'est plus coûteux en termes de production de CO2 de produire de la betterave, du sucre de betterave en Suisse. Alors, globalement, en résumé, eh bien, le problème du sucre, la pollution de sucre, c'est que ça demande une grande quantité d'eau également au niveau de la canne à sucre, mais également pour la betterave. Ça va être une problématique en termes de déforestation, en termes d'appauvrissement des sols, notamment. C'est un problème également puisque ça demande une utilisation de produits chimiques également, hein, tout ce qui est engrais, etc. Ça produit également des gaz à effet de serre. Et en plus de ça, il y a toute une partie de la betterave ou de la canne à sucre qu'il faut en se débarrasser. Et c'est quelque chose qui pollue également. Alors, un peu moins là, on fait attention, mais dans certains pays, ça reste encore un grand problème. Voilà, donc c'était deux exemples. Je vais juste, alors je ne vais peut-être pas tout faire dans le détail parce que ce serait peut-être un petit peu long, mais simplement, je voulais juste insister là-bas, on se rend bien compte qu'en fait, le produit beaucoup de gaz à effet de serre, c'est l'agriculture. On pense souvent que c'est le transport, c'est vrai, en partie, hein, le transport de justement ces produits alimentaires, ça produit des gaz à effet de serre, notamment par production, par libération de CO2, en fait, et c'est vrai dans les pays lointains. Là un peu, mais pour rentrer dans les garde énorme. Et ça représente. Ouais, je t'arrête juste, on t'a pas entendu là, ça a coupé. Je disais que par rapport à son diapo, c'est vraiment important pour retenir, c'est que 80% de ce qu'on produit sur notre territoire en France, c'est d'une manière directe ou indirecte pour produire de la viande et du lait. D'accord? On voit ici qu'il y a un vrai déséquilibre, hein, puisqu'il n'y a qu'une petite partie de ce qui est légumes et fruits. Vous m'entendez là, c'est bon? Ouais, c'est bon. Voilà, donc c'est ça un peu le message clé, hein, c'est que très clairement, à nous, on n'a pas insisté parce qu'on ne peut pas insister sur tout, mais c'est vrai également en termes d'alimentation, on consomme trop de viande, on n'a pas besoin de manger de la viande tous les jours. On peut en manger 3-4 fois par semaine, on peut manger plutôt des œufs,
qui demandent moins de ressources également. C'est plus facile de nourrir des poules que de nourrir des œufs et des vaches, ou des moutons. Très clairement. Donc, il vaut mieux manger des œufs régulièrement que manger des steaks tous les jours. L'impact carbone sera nettement plus faible. Donc là encore, je vais passer un petit peu, mais qu'est-ce qu'il faut retenir ici? Bien, c'est qu'il y a des flux de marchandises dans tous les sens. Et je pense qu'il y a une réponse totale, parce qu'on dit par des lois du marché, par des prix, par des intérêts des grands industriels, et on n'est pas du tout, c'est pas du tout guidé justement par une certaine cohérence en termes de territoire. C'est-à-dire qu'on pourrait imaginer des villes où tout autour, on pourrait cultiver tout ce qu'il faut pour faire fonctionner ces villes. On n'a pas besoin d'acheter du miel du Brésil, on n'a pas besoin d'acheter du maïs qui vient des États-Unis. Clairement, on peut cultiver du maïs chimique qui sert à être consommé directement et pas qui nourrit des bêtes. Nous, en Alsace, on a énormément de maïs. Il faudrait croire que ce maïs, on le consomme, pas du tout. Ce maïs remplit la plaine d'Alsace. C'est du maïs qui sert à donner à manger aux animaux. Et souvent, même ces maïs, on va l'exporter à l'autre bout du monde. D'accord? Donc c'est vraiment on a comme ça, tout ça pour faire du profit, des incohérences qui sont extrêmement importantes. Il n'empêche que nous, quand on regarde la balance importer énormément de fruits, de légumes, même évidemment du poisson, même de la viande, alors qu'on en a quand même beaucoup. On dit c'est du CO2 qui est mis dans l'atmosphère, alors que tout ça, on pourrait le transformer et on pourrait très clairement se passer. Alors si on parle justement de ce qu'on importe, vous voyez les tomates en permanence, là encore c'est une incohérence, les tomates on peut, si on en mange en août-septembre, ça suffit largement, on n'a pas besoin de manger des tomates toute l'année, et tellement d'éviter comme ça un commerce qui n'a pas de sens en termes purement d'alimentation, de nutrition. Alors les pommes, vous voyez, c'est une rare cohérence qu'on a à peu près en France, c'est qu'on est, comme le disait un célèbre président il y a quelques dizaines d'années en France, c'est que nous sommes des consommateurs, mais aussi des grands producteurs de pommes. Ça, c'est très bien, mais on devrait s'en inspirer pour également peut-être produire un peu plus d'autres fruits, comme notamment d'autres arbres fruitiers, qui permettraient de nous nourrir pendant plusieurs mois, alors qu'on peut consommer beaucoup d'oranges. Alors pourquoi pas en hiver, mais pas non plus toute l'année. Voilà, donc ici des incohérences très importantes en termes de fruits et légumes. Vous voyez, on en importe énormément en hiver, alors qu'on a, moi je vais toutes les semaines chez mon maraîcher, dans une ferme, on trouve un nombre important de fruits. Oui. On est à 3 mois des élections, je ne suis pas du tout ni écologiste, je ne suis pas de la politique ici, loin de là, c'est purement de la science. La nutrition, on est dans une incohérence, on consomme, c'est mauvais d'en consommer pour notre santé, de consommer trop de viande et trop de lait, et deux, vous le voyez, c'est incohérent également pour notre planète, ça pose des problèmes pour notre planète puisque c'est extrêmement producteur de gaz à effet de serre, notamment le méthane par la problématique de la digestion pour ces animaux, et CO2 également en termes de tout ce qu'on y ajoute, puisqu'il faut les nourrir, ces animaux, et ça on oublie beaucoup, c'est des animaux qui ont besoin de kilos et de kilos pour chaque vache, ça représente des kilos de nourriture par jour, donc c'est énorme puisqu'il faut savoir qu'on a quand même plusieurs millions de têtes d'animaux, rien qu'en France. Vous pouvez imaginer un petit peu combien ça représente de kilos de nourriture pour nourrir tous ces animaux en été et en hiver, parce qu'ils mangent toute l'année, seulement en été. Voilà, donc les coûts, tout ça, c'est un coût, les transports, c'est énorme. Là, je ne parle pas des emballages, là encore, il faut qu'on change nos habitudes, c'est certain. Il faut qu'on aille directement chercher nos produits à la ferme. On peut tous, on n'a pas d'excuses, peut-être les Parisiens, c'est que c'est plus compliqué, mais sinon dans les villes, comme chez vous, vous avez la possibilité de trouver des légumes pas si loin.
Alors les solutions, c'est effectivement, un, réduire notre consommation de viande et de produits laitiers, deux, ne pas banaliser la consommation des produits qui viennent de loin. Donc, je pense ici notamment au sucre, mais surtout au chocolat notamment, ça peut être le café également. Tout ça, c'est des produits pour lesquels on devrait avoir peut-être un peu plus d'estime et se rendre compte que c'est quelque chose il y a beaucoup de personnes qui ont participé pour vous l'apporter. Donc, prendre conscience et arrêter de banaliser ce type de consommation. Et après, c'est quelque chose qui... Alors moi, je suis un spécialiste de la nutrition, hein, mais pas de ces problèmes d'écologie, même si je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire, mais c'est vrai qu'après, ce sera à eux, évidemment, de trouver des solutions qui sont faisables à l'échelle de notre planète. Et je pense que ce qui est clair, c'est il faut mieux faire en termes de production et de consommation de légumes et de fruits. Réduire l'élevage, c'est une évidence, il va falloir s'y mettre très clairement. Et peut-être aussi de trouver un meilleur équilibre au niveau des cultures, et notamment aux alentours des villes, hein, de cultiver suffisamment de légumes et de fruits pour nourrir les populations au niveau local. Et comme le disait Anouk, ce qui est très important, et on en revient à la santé, hein, c'est une cohérence à la fois pour notre planète, mais aussi pour nous, hein, c'est de faire les choses soi-même, aller chercher des produits, ou alors les commander. On peut aussi, il y a des fermes qui font du très bon travail, et que ce soit à Strasbourg ou à Rouen, qui font du très bon travail pour vous apporter même les produits. On regroupe et on peut avoir comme ça, on peut récupérer directement les produits à côté de chez nous. Et c'est notamment, donc c'est Anouk qui avait trouvé ce site et ces paniers de Robert. Donc ça c'est pour vous, hein, puisque c'est visiblement c'est un producteur qui vient de Saint-Martin de Borcheville, où vous pouvez comme ça commander des paniers de légumes, et c'est pas si cher, loin de là, hein, ces paniers, vous voyez, 10, 15, 20 euros, vous allez à manger pour la semaine. Alors évidemment, ça met un peu plus de temps, mais c'est des choses quand même qui sont complètement envisageables. Alors peut-être pas tout le temps, et c'est pas on ne dit pas qu'il faut arrêter les plaisirs, hein, mais c'est juste au quotidien, on peut comme ça, sans augmenter ses dépenses, pouvoir consommer beaucoup mieux. Et je peux vous dire que vous serez aussi, en mangeant mieux, vous serez plus efficace au niveau de votre travail intellectuel. Voilà, donc en conclusion, par rapport à la question posée, oui, c'est possible, pas simple, ça va mettre un peu de temps, mais il y a beaucoup de choses à faire et il faut en prendre conscience et il faut donner ce message le plus possible. Au niveau santé, hein, on reprend ce que Anouk nous a expliqué, c'est essayer de moins consommer de mauvaises graisses, d'éviter les plats quotidiennement à base de graisse et de sucre, éviter la nourriture ultra transformée. Il y a des rayons, il ne faut pas y aller dans les grands magasins, hein, parce que sinon on est attiré, surtout si vous y allez quand vous avez faim. Et essayer vraiment de consommer suffisamment de fruits et de légumes. Alors en ce moment, il y a vraiment des fruits, il y a les mandarines, ok, ils viennent de loin, mais au moins ça a une cohérence puisqu'ils sont produits en ce moment, que ce soit en Espagne, en Corse, ou en sud de la France, en Israël, au Maroc. Ça a une certaine cohérence de les manger maintenant, janvier, février, ok, mangeons des mandarines pour être en meilleure santé. Ensuite, on aura des fruits qui nous seront proposés, qui viennent du sud de la France. Voilà, donc cette notoriété, on n'a pas eu le temps d'en parler, mais il faut essayer de bouger, d'être actif, de faire du vélo, de faire du sport si on peut. C'est important aussi pendant nos études, de 2-3 fois par semaine, de faire du sport, ça fait du bien de s'aérer les neurones. Voilà, ça permettra d'éviter les maladies métaboliques. Et pour notre planète, essayez de diminuer l'utilisation de la voiture. Vous êtes jeune, hein, vous pouvez utiliser le vélo notamment et les transports en commun. Voilà, l'agriculture, il y a beaucoup de choses à faire et évidemment essayer d'éviter de production de gaz à effet de serre, éviter les emballages plastiques systématiques pour permettre d'éviter au maximum, c'est le but en 2050, hein, d'être à l'équilibre et d'arrêter d'augmenter le réchauffement climatique. Alors pour ce faire, bien, réduire la consommation de sucre, réduire la consommation de viande, manger plus de fruits, manger local, manger bio et manger au fur et à mesure des saisons. Hein. Arrêtons de manger des tomates en hiver, arrêtons de manger également des choses qui viennent en permanence de l'autre côté du monde. Et favoriser le fait maison. Ça peut être l'achat de haricots congelés, hein, un petit congélateur, c'est bien, c'est simple. Hein. Les haricots, vous achetez congelés, vous avez juste à les mettre à chauffer et un quart d'heure après, vous avez vos haricots qui sont prêts. Ce n'est pas forcément très compliqué, c'est fait pour beaucoup de légumes. Voilà, je crois qu'on en
en a fini. Bah, on vous remercie pour votre attention. Désolé, on a été peut-être un petit peu long, 71 minutes, hein, j'ai enregistré là, parce qu'effectivement on a été assez long pour c'est vrai, un sujet qui est vaste, que je trouve passionnant, mais qui effectivement est vaste lorsqu'on parle à la fois de nutrition et d'environnement. C'est un sujet qui est complexe et vaste, mais à mon sens important pour notre avenir à tous et pour nos enfants et nos petits-enfants en premier lieu. Voilà, si vous avez des questions, je sais plus si on peut répondre, Est-ce que vous avez des questions Est-ce que vous avez des questions du coup ou pas? Non, vous avez l'air déprimé là. Ouais, je pense qu'on là aussi, on les a achetés. Là. Et en plus, c'est sur au militaire en plus. Hein, c'est vrai que, et oui. Non, du coup, pas de questions? Ouais, on m'entend pas, ouais. Moi j'avais, plutôt sur la première partie du coup, on parlait des supermarchés. Moi c'est plus, une remarque et après une question. Quand on est étudiant et qu'on n'a pas forcément un budget illimité, et qu'on n'a pas forcément des marchés ou des petits commerçants proches du lieu où on est, et qu'on n'a que le gros Leclerc à 200 mètres de chez nous, c'est quoi les alternatives concrètes qu'on peut adopter dans un supermarché comme ça, même si tout reste assez mauvais par rapport à ce que vous avez dit. En soi, au supermarché, tout n'est pas mauvais parce que si tu achètes des légumes, souvent, si vous avez des gros supermarchés, vous avez un rayon, vous pouvez avoir un rayon boucherie, vous pouvez avoir un rayon où vous pouvez acheter du fromage, ce genre de choses. Essayez au maximum de choisir des produits qui sont non transformés. Donc directement des légumes, de la viande qui vient du boucher. La viande du boucher, c'est pas forcément plus cher que de la viande, que des filets de poulet qui sont emballés. Hein. Moi, je suis aussi étudiante, j'ai pas énormément de sous et j'ai préféré réduire ma consommation de viande de supermarché, manger plus d'œufs, mais manger au moins de la bonne viande. Donc ça va être plutôt, si vous pouvez pas aller chez le maraîcher, acheter des légumes bio, ce genre de choses, acheter vraiment des produits non transformés, c'est la base, quoi. Donc là, ouais, je rajoute juste, du coup, ça, je pense que vous connaissez peut-être, hein, c'est les paniers qui sont proposés à l'INSA, voilà. Ça peut être une alternative, un panier de légumes à 5 €, si vous faites le compte au supermarché, vous pouvez vite en avoir pour ce prix-là, quoi. Donc là, au moins, vous mangez des fruits et légumes de saison, c'est bon pour la santé, vous faites marcher un petit producteur, ça peut aussi être une alternative, quoi. Je sais pas si tu veux ajouter autre chose, Geoffrey. Non, tu as tout à fait raison. On trouve tout ce qu'il faut aussi dans le supermarché. Il suffit d'aller dans les bons rayons. Il y a les fruits, même si c'est ok, c'est pas forcément la première qualité, mais c'est déjà bien. Et encore une fois, ce que je vous disais, c'est qu'une solution, c'est peut-être d'avoir alors vous n'avez peut-être pas tous un petit congélateur, mais c'est aussi une possibilité. C'est d'acheter des légumes congelés. Hein. C'est quand même aussi une bonne alternative. Et en plus, les légumes sont préparés, donc vous n'avez pas à éplucher, etc. Vous avez juste à les cuire, à rajouter un peu de crème, des épices, comme disait Anouk, et puis c'est parti. Hein. Ça, c'est parfait pour le soir, ou se faire une soupe pareille, vous pouvez en faire une soupe pour 3 jours, vous la gardez au frigo, et puis c'est pareil, vous allez à manger quelque chose de bon pour 3 jours. Hein. Merci Geoffrey. On a du monde qui s'en va. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ou des besoins de conseils, des remarques Ouais. Pour les sportifs, un moyen de ne pas avoir trop de protéines animales, ce que vous pensez, j'ai du mal à trouver tout ce qui est céréales, etc. Pas trop d'exemples. Alors Geoffrey, je te laisse la parole, toi tu sauras mieux répondre que moi. Ouais, j'ai entendu qu'à moitié la question, si tu peux me la répéter, s'il te plaît. Donc la question, c'est une personne sportive qui se demande comment trouver l'équilibre et où trouver les protéines végétales plutôt que animales. Les protéines végétales, mais pour végétarien, alors pour une... Bah pour j'imagine,
quelqu'un qui fait du sport et qui veut consommer beaucoup de protéines mais sans forcément manger des protéines animales? C'est une bonne question. C'est vrai que je suis pas un adepte absolu des régimes végétariens, mais moi je pense que parce qu'effectivement, je pense que ça diminue la consommation de viande, mais c'est les œufs. Si on est consommer d'œufs, il faut aller sur des produits classiquement, hein, qu'on nous dit de prendre, qui sont enrichis en protéines végétales. Et par contre, si on consomme plus de viande et plutôt d'œufs, il faut faire attention et il faut faire attention à équilibrer, à avoir des apports dans tous les aspects qui ne sont pas des protéines végétales. Donc oui, si on peut un petit peu, une chose pour marquer. On t'entend pas très bien, Geoffrey. Est-ce que tu peux répéter juste la fin? On n'a pas très bien entendu. On a entendu que tu disais qu'il fallait peut-être manger plus de Poisson, c'est vrai que quand on fait du sport surtout. Donc je disais qu'il faut faire attention lorsqu'on est végétarien, qu'on mange pas d'œufs, qu'on mange pas de poisson. Il faut faire attention à ne pas être en manque de certains acides aminés essentiels. On trouve en très faible quantité dans la plupart des végétaux. Après, oui, on trouve assez facilement les bons conseils pour essayer d'avoir un apport. C'est vrai qu'en est, ça me paraît important. On fait quand même des œufs et un petit peu de poisson pour moi. Est-ce que du coup ça répondait à ta question? Globalement, ouais. Ok, ça marche. Ok, encore une question, non? Non, j'ai l'impression que tout le monde va rentrer et se faire une soupe hyper saine là, en rentrant, jeter le chocolat des placards, c'est ça? Ok, tu veux clôturer? Ouais. Je pense qu'on va s'arrêter là du coup. Merci de nous avoir accueillis, c'était très intéressant de se pencher sur la question. C'est vrai que nous on reste sur le côté vraiment théorique, alimentation bonne pour la santé, c'est vraiment intéressant de s'ouvrir et de pouvoir se poser la question de comment allier la santé et la planète. Voilà. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas si vous avez des autres questions qui vous reviennent. Je pense que je vais être encore là un tout petit peu, 5 minutes après le temps qu'on remballe. Il n'y a plus que moi. Voilà, je vous remercie et puis... Ah, t'es revenu? C'est bon, Geoffrey, t'es là? Ouais. Voilà, du coup, je sais pas si tu veux dire un dernier mot pour clôturer et sinon on les laisse rentrer manger des légumes et de la viande. Merci, c'est vrai que ça nous a fait bosser sur la question un petit peu de l'environnement. Ça fait longtemps qu'on voulait faire des vrais diaporamas, on va dire. C'est vrai qu'on l'a fait pour cette conférence. Et je pense que c'est vraiment important d'avoir cette vision globale et vous voyez que sinon tout est logique, hein, et ce qui est mauvais pour notre planète est aussi mauvais pour nous, donc tout va bien. Il n'y a absolument pas d'incohérence, bien au contraire. Donc, je pense qu'il faut vraiment qu'on aille tous vers un peu plus de simplicité. C'est vraiment essentiel. À la fois pour nous et pour notre planète. Merci à vous. Merci vraiment beaucoup d'être venu, c'est super. On est vraiment désolé pour les petits problèmes techniques qu'il y a eu et du temps un peu dépassé, mais bon, c'était quand même super intéressant. Donc merci d'être venu, on espère que vous pourrez venir aux prochaines conférences, on vous communiquera. Et je me permets de rajouter un tout petit truc pour ta question sur les protéines. Il y a vachement les légumineuses si tu veux compenser, notamment les lentilles, les pois chiches. Oui. Les légumineuses, c'est un bon apport de protéines végétales, donc, et puis les œufs évidemment. Du coup. Après, je suis pas experte, hein, mais voilà. Ce sera tout, du coup, on vous laisse rentrer chez vous. Et encore merci et bonne soirée à vous. Merci à vous, bonne soirée. Merci Geoffrey et merci. Au revoir. Au revoir Geoffrey, bonne soirée. Au revoir, bonne soirée.